La révélation de phénomènes sociaux systémiques comme les violences sexuelles faites aux enfants, la violence conjugale ou d'autres phénomènes du même type, ça n'arrive jamais par hasard. Ça arrive toujours à un moment où la société, dans son mélange chimique, on pourrait dire, on pourrait le comparer, à un moment où la société est prête. Elle est prête parce qu'il y a eu avant ça des transformations, des phénomènes qui préparent le terrain d'une certaine manière, qui font qu'à un certain moment, le terrain il est prêt et le phénomène peut exploser au grand jour. Alors à ce moment-là, il faut un élément déclencheur. Et par exemple, pour la question du viol des femmes, il y a eu MeToo. Un jour, une dame a tapé MeToo sur Internet. Peut-être que si ça avait été un mois plus tôt, ça n'aurait pas marché, ou un mois plus tard. À ce moment-là, elle est tombée exactement au moment où l'allumette était prête au bon endroit pour allumer l'essence, on pourrait dire, mais essence qui est déjà bien répandue avant. La question qu'elle fait aux enfants, c'est la même chose. On a depuis 40 ans des chiffres au Canada, puis un peu moins en Angleterre, depuis 20 ans en France. On sait tout ça. On a essayé, on était très nombreux à essayer d'alerter la presse sur ces phénomènes, sur les phénomènes de classement, par exemple, sans suite de tous ces dossiers d'enfants violés, notamment dans le cadre de l'inceste, et de l'aspect massif de ce phénomène. La presse n'a pas voulu en entendre parler. Moi, j'ai proposé à des journalistes toute une matière pour faire un travail d'enquête, peut-être un livre. J'étais prêt à leur offrir, à leur donner tout mon matériau, personne n'en a voulu, parce que la société n'est pas prête. Et il a fallu que l'étincelle, ce soit des personnalités connues dans le monde de l'édition, ou dans le monde médiatique, qui puissent à un certain moment parler publiquement et avoir un auditoire très large. Alors, il y a eu l'affaire Maznef, et là, c'était une victime qui était connue dans l'édition, qui a pu se permettre d'écrire un livre et de dire au grand jour ce que tout le monde qui s'intéresse à ce sujet savait depuis très longtemps, depuis les années 70, c'est pas nouveau, 50 ans. Et puis là, plus récemment, sur la question de l'inceste, il a fallu qu'une personnalité publique dénonce une autre personnalité encore plus connue, encore plus publique, qui n'a pas démenti, pour que tout à coup on se mette à parler du phénomène. Mais là, il est connu, il est travaillé, il y a une bibliothèque sur le sujet. Donc voilà, ça veut dire qu'on a une fenêtre de tir et qu'il ne faut pas la manquer. C'est maintenant qu'on peut faire bouger la société parce qu'elle est prête. Alors, la possibilité de faire éclater au grand jour des affaires de violences sexuelles contre des mineurs et notamment des incestes sont de plusieurs ordres. Il y a plusieurs freins. Le premier et le frein sans doute le plus puissant, c'est le fait que les parquets classent sans suite 70% des plaintes et des signalements. Ça veut dire que très peu de dossiers arrivent dans les mains de la justice, très très peu, proportionnellement, et parmi ce peu de dossiers qui arrivent, il y en a 7 sur 10 qui finissent dans la corbeille. Ça, évidemment, c'est un problème. Et la raison, elle est culturelle, on pourrait en parler longuement, elle est aussi économique, parce que simplement, la justice est dans un état de délabrement dans les pays comme la France ou la Belgique assez terrible. Et donc, si la justice devait instruire tous les dossiers d'inceste en France, qui sont des dossiers actuels ou passés, mais qui ne sont pas prescrits, même en prenant 20 ans de prescription, on aurait près d'1 500 000 dossiers. Ça veut dire que la justice mettrait 30 ans, 40 ans, enfin c'est impossible, elle ne peut pas en encaisser 10%. Donc elle préfère les mettre à la poubelle. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les médecins ont extrêmement peur de faire des signalements, parce qu'ils ne sont pas protégés et qu'il faut absolument changer la loi. Aujourd'hui, un médecin qui fait un signalement, qui dénonce, par exemple, il y a actuellement le cas du docteur Isard à Toulouse, qui a signalé un enfant qui subit des maltraitances dans le cadre familial, eh bien, elle a été punie par le Conseil de l'Ordre des médecins à ne plus exercer pendant 3 mois. Alors, c'est terrible pour elle. Moi, je pense à ces petits patients. Elle est pédopsychiatre. Elle a donc des patients, enfants, adolescents, qui sont parfois dans des risques de suicide. Ça veut dire qu'on va leur dire, bien, pendant 3 mois, vous ne verrez pas votre pédopsychiatre. Donc, c'est gravissime. Et donc, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, la loi, ça c'est sur le plan de l'ordre des médecins, mais la loi ne protège pas les médecins. D'abord, ils n'ont pas une obligation de signaler, premièrement, contrairement à ce qu'on dit. Et deuxièmement, quand ils signalent,
Si jamais il signale, mais que la justice classe sans suite, eh bien, la justice pourra considérer que c'est une dénonciation mensongère. Le mensonge étant défini non pas par ce que c'est le médecin, mais par la justice relative au crime ou au délit. Ça veut dire que s'il y a un classement sans suite ou un non-lieu, eh bien, on peut considérer que le médecin a menti en faisant cette dénonciation et c'est puni de 5 ans de prison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a extrêmement peu de médecins libéraux qui sont pourtant en première ligne, qui font des signalements lorsqu'ils voient que dans une famille, il y a de toute évidence un enfant qui est maltraité, notamment sur le plan sexuel. Donc il faut d'urgence changer la loi. Il y a eu plusieurs propositions, il y a eu des amendements au Sénat qui ont toujours été rejetés par une majorité de sénateurs et de sénatrices. C'est dommage, il faut d'urgence changer cela. Et dans la formation des médecins aussi, il faut que tous les médecins et tous les professionnels qui sont en première ligne, premièrement, soient protégés et deuxièmement, aient obligation de signaler quand il y a une suspicion de violence ou d'inceste. Puisque la révélation de phénomènes sociaux systémiques comme les agressions sexuelles d'enfants, on sait que ça touche entre 3 et 6% des enfants. On sait que c'est ce qu'on appelle des émergences. Ça veut dire que c'est le produit de transformations sociales très difficiles à décrire. C'est plein de petites transformations sociales qui fait qu'à un certain moment, la société est prête à cette révélation de faits, encore une fois, qu'on sait scientifiquement depuis parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans. On sait, on a des livres, on peut les sortir, on disait ça il y a 30 ans. Et tout à coup, c'est sur la place publique. Parce que la société est prête. Ça veut dire que face à ça, si on veut changer les choses, il faut prendre le problème par tous les bouts. Il n'y a pas de mauvais bout pour changer les choses. C'est exactement la même chose que pour la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a souvent cette question, oui mais quel est le combat le plus urgent, etc. Bon, en tant qu'homme, je me garderais bien de donner un conseil aux féministes. La seule chose que je puisse dire, c'est que d'un point de vue théorique, c'est un système qui est complexe et que donc toutes les manières de s'attaquer au problème, en l'occurrence de la domination masculine, dans ce qui nous occupe ici des violences, de ces problèmes systémiques des violences sexuelles faites aux enfants, il faut s'attaquer par tous les bouts. Et un des bouts, c'est de révéler au grand jour quelles sont les conséquences de ces violences sexuelles faites aux enfants. Et les conséquences, on le sait, là aussi, c'est très très documenté depuis très longtemps. Ce sont des conséquences médicales, somatiques et psychiatriques, c'est-à-dire qu'on va retrouver ces victimes tout au cours de leur vie. Alors, c'est pas automatique, ce n'est pas mécanique, mais on va les retrouver de manière très surreprésentée dans des catégories de population qui souffrent psychiquement et physiquement, physiologiquement. Et donc, il y a des maladies où on sait très bien qu'ils sont surreprésentés. Évidemment, là où c'est le plus évident, c'est sur les questions psychiatriques, c'est-à-dire qu'on va les retrouver beaucoup plus que le reste de la population, chez les gens qui font des tentatives de suicide, qui ont des addictions, etc., etc. Donc, ce n'est qu'un des bouts, un des coins de la couverture sur lesquels il faut tirer pour pouvoir la déchirer. Et je pense que c'est un des coins, évidemment, les plus intéressants.